Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour Anne. Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui, on va vous parler voyage, on va vous faire voyager un petit peu, ça va vous changer les idées. Le retour de voyage, c'est un item qui est important et qui peut-être, si vous avez la chance de voyager, vous a déjà concerné en tant que personne. Mais là aujourd'hui, on va voir ce que vous devez faire en tant que médecin. Alors pour commencer Anne, je vais te demander quels sont les principaux risques sanitaires globaux finalement qui sont encourus par les voyageurs quand ils se rendent en zone tropicale. Alors le principal risque, ça va être la tourista, la diarrhée du voyageur, qui finalement est très fréquente chez les voyageurs qui se rendent en zone tropicale, qui va concerner 3 voyageurs sur 4. La tourista est habituellement bénigne et le principal risque, c'est la déshydratation, mais voilà, la plupart du temps, elle est spontanément résolutive. En zone tropicale, les voyageurs devront être vigilants vis-à-vis des maladies à transmission vectorielle, donc en particulier les maladies transmises par les moustiques, dont certaines peuvent être graves, voire mortelles, comme le palu, principalement en Afrique subsaharienne, les arboviroses, comme la dengue, qui va concerner les voyageurs qui se rendent principalement en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, mais également en Afrique. Et donc, parmi les arboviroses graves, potentiellement l'encéphalite japonaise. Et bien sûr, il ne faut pas oublier toutes les infections, on va dire, classiques. À côté des infections tropicales, un voyageur peut contracter une pneumonie, une infection urinaire, une infection cutanée, etc. Et si on s'intéresse davantage aux problèmes de santé graves, qui vont nécessiter un rapatriement sanitaire ou voire qui peuvent être responsables de décès, en fait, la première cause de problèmes de santé sur place, c'est les causes traumatiques. Les accidents de la voie publique, qui sont vraiment la toute première cause, avant les maladies cardiovasculaires, les maladies psychiatriques, et finalement, ce n'est qu'en 3e ou 4e position qu'on a les maladies infectieuses, tropicales ou communautaires. Alors dis-moi Anne, il y a de plus en plus de gens qui voyagent. C'est quoi les voyageurs les plus à risque finalement d'infection ? Je pense qu'on peut parler de 4 catégories de voyageurs. On peut peut-être regrouper. Donc d'abord les voyageurs qui sont à risque du fait de leur état de santé, les voyageurs immunodéprimés, les voyageurs âgés ou avec des comorbidités. Et puis donc le deuxième gros groupe, ça va être les voyageurs qui, du fait de leur profil, éventuellement de leur budget limité, vont être à risque. Ça concerne les émigrés qui retournent dans leur pays d'origine et les jeunes, on va dire, insouciants, qui partent en mode routard pendant plusieurs semaines sans forcément s'intéresser aux mesures de prévention sanitaire. Alors, les maladies au retour de voyage et leur prévention, elles ne concernent pas que les infectiologues. Tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'un médecin généraliste doit pouvoir conseiller ces patients qui prévoient un voyage ? Finalement, on a une augmentation du tourisme international, de plus en plus de voyageurs, dont des voyageurs plus âgés, plus fragiles. Et parmi ces voyageurs, il n'y a qu'une minorité qui va prendre rendez-vous dans un centre spécialisé de médecine du voyage. Donc le médecin généraliste doit pouvoir conseiller tous ces patients qui ne consultent pas forcément dans un centre spécialisé. Donc en tant que médecin généraliste, il faut savoir trouver les bonnes infos. Donc il y a tout un tas de sources gratuites. Donc il y a d'abord les recommandations sanitaires aux voyageurs qui sont mises à jour tous les ans au printemps, publiées sur le site du Haut Conseil de santé publique. Donc c'est un document qui est extrêmement complet. À côté de ça, il y a un outil très pratique en consultation qui est l'application Métis du site de l'Institut Pasteur de Lille. On indique la destination du voyageur, donc on peut même indiquer la ville précise, et donc l'application va renseigner sur les maladies infectieuses potentiellement rencontrées sur place. Et enfin, il y a le site que vous connaissez probablement, qui est mesvaccins.net, et dans mesvaccins.net, vous trouverez aussi un onglet qui s'appelle Je voyage, où vous pouvez trouver des informations concernant les maladies infectieuses à prévention vaccinale dans le cadre du voyage. Alors en pratique, Anne, comment est-ce qu'on peut aborder une consultation avant un départ en voyage ? Comment essayer de rien oublier finalement pour prévenir au mieux les problèmes infectieux chez nos voyageurs ? Pour rien oublier, moi j'aime bien raisonner par 4 piliers, plus les vaccinations. Donc les 4 piliers qu'on va détailler par la suite, c'est d'abord la consultation débute par un diagnostic. Il faut bien connaître le voyageur et le voyage.
Ensuite, deuxième pilier, c'est les maladies transmises par les moustiques. Troisième pilier, c'est les maladies liées au manque d'hygiène alimentaire. Et quatrième pilier, c'est les risques dus aux loisirs. Et donc après, on terminera la consultation par la mise à jour des vaccinations. On va détailler point par point, mais il ne faut pas oublier la pédagogie de la consultation voyageur, donc s'adapter à tout moment au voyageur, à sa capacité de compréhension, son attention, son budget également, et ne pas hésiter à se focaliser sur les 3 messages les plus importants en fonction de la destination, quitte à ne pas parler de tout. Alors, on va commencer par le premier pilier. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par faire le diagnostic ? Quand on va conseiller un voyageur qui a un projet de voyage en zone tropicale, il faut déjà bien connaître le voyageur, donc ses antécédents médicaux, chirurgicaux, psychiatriques, son traitement médicamenteux au long cours éventuel, son statut vaccinal, éventuellement se renseigner sur son expérience au voyage, est-ce qu'il a déjà voyagé par le passé. Et puis, il va falloir faire le diagnostic précis du voyage. Donc, il faut connaître les dates et les destinations précises. Les dates vont nous renseigner avec la destination sur les conditions climatiques sur place qui impactent directement le risque de maladies transmises par les moustiques, qui sont plus fréquentes, par exemple, au décours de la saison des pluies. Et puis, il faut connaître les conditions du voyage. C'est pas la même chose que de voyager dans un hôtel 4 étoiles, que de voyager, on va dire, en mode routard, de loger chez l'habitant, également intéressé au mode de transport envisagé et aux activités prévues. Est-ce que le patient va être en contact avec l'eau douce? Est-ce qu'il a prévu des activités à risque traumatique, etc. Alors, ne vous inquiétez pas, grâce au site que Anne vous a donné, toutes ces informations-là sur les risques, le jour où vous serez face à un voyageur, vous les trouverez. Alors, maintenant, on va passer au deuxième pilier. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que doit savoir un voyageur au sujet des maladies à transmission vectorielle et particulièrement transmises par les moustiques ? Le voyageur, il doit connaître les mesures de protection personnelle antivectorielle. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est les mesures qui permettent d'éviter de se faire piquer par un moustique. Donc en premier lieu, il y a le fait de dormir sous une moustiquaire, idéalement imprégnée d'insecticides. C'est indispensable pour tout voyageur qui se rend en Afrique subsaharienne, quel que soit le type de voyage, donc y compris dans les grandes villes, parce que c'est le principal moyen de prévention du paludisme, puisque l'anophèle qui transmet le palu pique de nuit. Puis en journée, on va conseiller aux voyageurs, pour éviter les piqûres de moustiques, de privilégier les vêtements à manches longues, vêtements du coup plutôt amples s'il fait chaud, et d'appliquer sur les zones découvertes des répulsifs. S'il y a indication de mettre de la crème solaire, on met d'abord la crème solaire et ensuite on met le répulsif cutané par-dessus. Et puis en Afrique, il y aura systématiquement une indication de chimioprophylaxie antipalustre. Ça peut poser problème parce que la chimioprophylaxie antipalustre, elle n'est pas remboursée, donc ça représente un certain budget pour le voyageur. On a finalement 2 choix, la Tovacone Proguanil ou la doxycycline, donc en première intention. Et finalement, on va choisir principalement en fonction du budget du voyageur, la Tovacone Proguanil étant plus chère que la doxycycline. Le voyageur doit savoir comment prendre la prophylaxie, donc c'est une prise une fois par jour et idéalement le soir. Et surtout, il doit bien comprendre qu'il doit poursuivre la prophylaxie après le retour en France. Ce qui est important, c'est que cette prophylaxie, elle vient toujours en plus des mesures de protection personnelle antivectorielle et donc en particulier de la moustiquaire. Après, pour prévenir les maladies à transmission vectorielle, on a aussi des moyens de vaccination, donc le vaccin contre la fièvre jaune, qui est indiqué pour tout voyageur qui se rend en Afrique intertropicale, en région amazonienne. La fièvre jaune, elle est absente d'Asie. Ce vaccin, il ne peut être réalisé que en centre de vaccination international agréé par l'ARS. Donc, le voyageur doit prendre rendez-vous pour cette vaccination. Et ce vaccin, il est recommandé donc en Afrique intertropicale, en région amazonienne, et dans certains pays, il pourra même être obligatoire pour passer le contrôle par la police aux frontières. Suite à la vaccination contre la fièvre jaune, le médecin du centre de vaccination international établit un certificat valable à vie. Il y a de rares indications de revaccination au bout de 10 ans. Et comme on parle du vaccin de la fièvre jaune, je vous rappelle que c'est un vaccin vivant atténué, donc avec les contre-indications habituelles des vaccins vivants atténués, notamment de l'immunodépression
et éventuellement la grossesse, mais là on va raisonner selon le rapport bénéfice-risque. Comme on parle des vaccins contre les maladies transmises par les moustiques, très bientôt on aura à disposition un vaccin contre la dengue, contre le chikungunya, on attend les recommandations, et pour les voyageurs qui se rendent en Asie du Sud-Est, on peut leur proposer le vaccin contre l'encéphalite japonaise, qui est un vaccin inerte. Et enfin, la dernière chose que doit savoir un voyageur qui se rend en zone tropicale, c'est qu'il doit savoir que le paludisme peut se manifester jusqu'à 3 mois après le retour en France, et donc il devra absolument consulter en urgence en cas de fièvre dans les 3 mois suivant son retour en France. Alors, on va parler maintenant du troisième pilier, qui sont effectivement les maladies liées finalement au manque d'hygiène alimentaire, au sens large du terme. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ça concerne donc effectivement les maladies à transmission, on dit féco-orale, donc liées en fait soit aux mains sales, soit aux aliments ou aux boissons qui sont contaminés par des microbes, bactéries, virus, parasites. Donc, parmi ces maladies, donc la plus fréquente, c'est la tourista, on en a parlé tout à l'heure. Le voyageur doit savoir que faire en cas de tourista. Le plus important, c'est qu'il pense à bien se réhydrater. On en parlera dans le podcast sur les diarrhées infectieuses, mais ça concerne le fait de boire, mais également d'absorber des aliments salés pour pas se déshydrater. Et puis, on va pouvoir prescrire aux voyageurs une trousse de pharmacie avec des antidiarrhéiques, antisécrétoires. Donc, c'est le racécadotril. Il faut absolument éviter l'opéramide, qui est antipéristaltique. Et on peut prescrire aux voyageurs une antibiothérapie de réserve qui pourra autodéclencher sur place s'il souffre d'une diarrhée sévère empêchant les activités prévues ou s'il a une diarrhée dysentériforme. Le principal moyen de prévention, c'est l'hygiène de l'eau et des boissons. Donc, conseiller aux voyageurs de boire uniquement des boissons encapsulées ou de l'eau qui a bouilli, qui a été filtrée ou qui a été désinfectée grâce à des pastilles de désinfection de l'eau. Pour les aliments, consommer de préférence des aliments cuits, bien chauds au moment de la consommation. Pour les fruits, privilégier ceux qu'on pèle soi-même. Et attention aux glaces et aux glaçons qui doivent être évités. Évidemment, il ne faudra pas oublier l'hygiène des mains. Et enfin, on dispose de 2 vaccins dans ce contexte. Le vaccin contre l'hépatite A, qui est fortement recommandé pour tout voyageur se rendant en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, et le vaccin contre la fièvre typhoïde, recommandé particulièrement aux voyageurs qui se rendent en Asie du Sud-Est ou qui prévoient un voyage prolongé dans de mauvaises conditions dans un pays à bas niveau d'hygiène. Alors quand on voyage, il y a souvent des risques liés au loisir. C'est ce que tu nommais le 4e pilier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Donc ça va dépendre du type de voyage et des activités prévues. Donc c'est un peu un pilier fourre-tout, mais ça comporte la prévention de la rage. La rage, c'est une maladie, je vous le rappelle, transmise par les animaux comme en particulier le chien, le chat, éventuellement le singe, et qui est encore endémique dans beaucoup de régions dans le monde, les zones tropicales, mais également par exemple le Maghreb. Donc on peut proposer aux voyageurs la vaccination pré-exposition. C'est la vaccination qu'on effectue avant le départ en zone à risque de rage et qui va simplifier la prise en charge sur place si toutefois le voyageur était exposé au risque de rage. Cette vaccination, elle est indiquée particulièrement pour les voyageurs qui prévoient un voyage prolongé en zone reculée et en particulier aux enfants dès l'âge de la marche parce qu'ils peuvent être en contact avec un animal sans forcément le signaler à leurs parents. Et puis, dans la prévention de la rage, il faut également éduquer le voyageur, qu'il soit vacciné ou non, à la conduite à tenir en cas de morsure, griffure ou léchage sur une peau abîmée, sur une muqueuse. Il faut nettoyer la plaie, la désinfecter et surtout consulter en urgence pour avoir un traitement post-exposition de la rage. Dans ce 4e pilier, il y a aussi les règles de prévention des parasitoses, le fait de ne pas marcher pieds nus, d'éviter le contact avec l'eau douce stagnante pour éviter des maladies comme la bilharziose et la leptospirose. C'est aussi l'occasion de rappeler aux voyageurs les règles de prévention des infections sexuellement transmissibles et donc l'usage du préservatif, etc. Et dans ce 4e pilier, je mets aussi les conseils concernant la souscription d'une assurance rapatriement. Attention, l'assurance rapatriement ne suffit pas.
Il faut également sensibiliser le voyageur à la nécessité de souscrire à une assurance couvrant les frais de santé à l'étranger, puisque la sécurité sociale française ne prendra pas en charge des frais de santé à l'étranger en dehors de l'Union européenne, qui peuvent être très vite extrêmement chers en cas de traumatisme sur place, donc de maladies qui ne permettent pas un rapatriement sanitaire immédiat. Alors Anne, est-ce que tu peux nous parler maintenant des vaccinations à proposer aux voyageurs, parce que c'est quelque chose qui est important, la prévention par les vaccinations. Moi, je parle souvent de la règle des 3 R. R pour vaccination de routine, R pour vaccination recommended, et donc qui sont les vaccins recommandés dans le cadre du voyage, et R pour required, qui sont les vaccins finalement obligatoires dans le cadre du voyage. Oui, elle est superbe cette règle pour bien se souvenir de toutes les vaccinations à proposer aux voyageurs. Donc, pour les vaccinations de routine, il s'agit de mettre à jour le calendrier vaccinal classique. Pour les vaccinations recommandées, il y a en tout premier lieu l'hépatite A, qu'on va recommander très largement aux voyageurs qui se rendent dans un pays on dit à bas niveau d'hygiène. Donc en fait, c'est tous les pays en dehors de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Australie, Nouvelle-Zélande. Donc ça concerne les zones tropicales, mais par exemple aussi le Maghreb. La vaccination contre l'hépatite A est basée sur un vaccin inerte dont on va administrer au moins une dose avant le départ, avec un rappel à effectuer 6 à 12 mois après, donc un rappel qui peut être fait après le retour de voyage. Si on pense que le patient a potentiellement déjà été exposé à l'hépatite A et qu'on souhaite, entre guillemets, éviter une vaccination inutile parce que le patient est peut-être déjà immunisé, par exemple parce qu'il a longtemps vécu en zone tropicale ou parce qu'il est né avant 1945 en Europe, on peut le proposer un dosage des IgG, antivirus de l'hépatite A, avant d'envisager la vaccination. Parmi les vaccinations recommandées, il y a donc également le vaccin contre la fièvre jaune qu'on a évoqué tout à l'heure, donc qui va être recommandé aux voyageurs se rendant en Afrique intertropicale et en région amazonienne au niveau de l'Amérique du Sud. On en reparlera après aussi, puisque donc selon la destination, le vaccin contre la fièvre jaune peut même être required, donc obligatoire. Enfin, dans les vaccinations recommandées, il y a le vaccin contre la fièvre typhoïde. On dispose de 2 vaccins. Celui qu'on utilise le plus fréquemment, c'est un vaccin polysaccharidique conjugué qui a une efficacité d'environ 50 à 80% et qui protège le voyageur pendant environ 3 ans. Il y a également depuis peu en France un vaccin vivant atténué qu'on peut administrer par voie orale. Et le vaccin contre la fièvre typhoïde, il est indiqué pour les personnes prévoyant un voyage prolongé dans un pays à hygiène précaire, et en particulier pour les voyageurs se rendant en Asie du Sud-Est et sur le sous-continent indien. Parmi les vaccinations recommandées, on peut aussi évoquer le vaccin contre les méningocoques, ACY135, donc vaccin polysaccharidique conjugué, qui est indiqué pour les voyageurs se rendant dans un pays de la ceinture de la méningite en Afrique, et qui vont être en contact avec la population locale, et pour les voyageurs qui prévoient un pèlerinage à la Mecque. Et dans ce contexte-là, la vaccination contre les méningocoques est obligatoire et doit à ce moment-là être effectuée dans le centre de vaccination international. Et enfin, parmi les vaccinations recommandées, on peut, selon le voyage, recommander la vaccination contre l'hépatite B, la rage et l'encéphalite japonaise. Et donc la troisième catégorie, juste pour récapituler, parmi les vaccins required, il y a donc la fièvre jaune selon la destination et le vaccin contre les méningocoques ACY135 pour les pèlerins à la Mecque. Et Anne, tu nous as pas Oui. parlé de vaccin contre la dengue. Est-ce que ça veut dire que pour l'instant, ils sont pas recommandés chez les voyageurs en France ? C'est vrai que là, aujourd'hui où on enregistre le podcast, pour le moment, ces vaccins ne sont pas encore disponibles et recommandés en France métropolitaine pour les voyageurs. Mais ça va être amené à changer probablement dans les mois et années qui viennent. Mais donc pour le moment, on ne propose pas la vaccination contre la dengue. Bon, merci beaucoup Anne pour cette revue et ces conseils pour prévenir les infections au cours d'un voyage en zone tropicale. Et dans un prochain podcast, on va se retrouver pour justement parler des pathologies au retour de voyage. À bientôt. Merci Elisabeth. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.